Dobro večer, dragi gledalci. Kao što sam obećao proteklog petka, opet imamo ljudovanje. Ova emisija, makoliko se kome činila nekonvencionalna, postaće još nekonvencionalnija. Ja inače pišem i na latinici, pišem i na drugim jezicima, između ostalog i na hrvatskom, na francuskom, španskom, engleskom, talijanskom. Ali ćemo večeras, zbog našeg gosta, meni jako dragog čovjeka, gospodina Iva Bataja, govoriti francuski. A vi ćete čitati onome što mi govorimo, dole u subtitlu. Dobro večer, Ivo. Dobro večer. On va parler français? Oui, je vais employer dobro večer, mais pour la clarté des propos, il vaut mieux que je parle français. Moi aussi, il vaut mieux que je parle français. Parce que, oui, mon français, avec il est bon. vraiment que je dispose avec, ça suffit, c'est bon pour la conversation basique. Certainement pas anglais. Eh oui, l'anglais, le français. C'est la langue du qui est suffisamment bonne pour la conversation basique. Oui. Et il faut connaître les langues culturelles. La langue du colonisateur. Eh oui, malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est plus facile que la langue française. C'est pour ça que c'est très répandu, c'est plus facile. Voilà, vous êtes très familier avec les événements qui se passent ici, dans la VIH, dans Je connais pas mal de choses. Et dans la Russie, ou l'Ukraine par exemple. Russie, Ukraine, France, Serbie, oui. Et oui, c'est pourquoi. Et Québec. Vous êtes intéressant au peuple de Republika Srpska. Vous aimez les gens d'ici, Republika Srpska? Oui, j'aime les Serbes de la Republika Srpska, oui. J'aime tous les Serbes d'ailleurs, d'où qu'ils soient. Moi, j'aime tout le monde, mais je vois bien qu'est-ce qu'il est vrai, qu'est-ce qu'il est faux. Oui. J'essaie de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et vous allez nous aider si je peux d'apprendre et de comprendre de quoi il s'agit ici. Vous êtes français, n'est-ce pas? Ah, je suis français, oui. Je suis de nationalité française et de pure laine. Et vous aussi, vous êtes serbe? Et ja sam Serbin. Ok. Qu'est-ce qui se passe à Belgrade? Parce que les élections sont déjà passées. Yeah. Et vous pensez que la situation se changera avec les élections? Il y a des Serbes qui disent que je suis plus serbe que bien des Serbes. Oui, vous êtes plus serbe que moi. C'est ce que je peux confirmer. Ça, c'est... Bon, c'est pas difficile. Une responsabilité. Les élections... C'est pas difficile d'être serbe plus que moi. Les élections sont un stade. Et il ne faut pas s'arrêter aux élections. La campagne électorale, je l'ai bien suivie, puisque ma femme y était. Ces élections étaient écrites d'avance, enfin, le résultat était écrit d'avance. Les résultats ne sont pas mauvais pour la partie nationale patriotique, la partie, je dis bien, non le parti, et ces élections ouvrent de nouvelles perspectives. Oui, c'est ce que... Parce qu'il ne faut pas croire qu'avec des élections, du jour au lendemain, les choses vont changer. Et les choses évoluent et il faut travailler, faire prendre conscience aux gens de la situation et de certaines nécessités. Et vous venez de me dire que vous ne croyez pas à la démocratie. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Là, il vient de révéler un secret. Je viens de dire en aparté que ce qu'on appelle la démocratie, qui consiste à dépenser beaucoup d'argent pour payer des partis politiciens, pour créer des listes électorales, finalement, ça pose un problème. Pourquoi? Ça pose un problème parce que dans le système où nous sommes, que ce soit ici, en Republika Srpska, en Serbie, en République de Serbie ou en France... C'est le même peuple, la même nation qui... Mais le cadre est différent pour le moment. La décision est faite par les indécis.
Et le résultat est fait que par ceux qui n'ont aucune idée, qui sont simplement influencés par les grands moyens de propagande, un peu comme pour acheter un produit alimentaire. Oui. On va dans un supermarché, on achète les produits qui ont été vantés auparavant sur les murs de la ville ou à la télévision. Ou dans les journaux. Comme les réclames à la télévision. Les réclames. Bon, alors le système politicien, il fonctionne comme ça. Et donc, ça pose un problème. Alors, dans ce cadre-là, non, je ne suis pas un démocrate de la marchandise. Oui. Je suis, en revanche, vraiment, je me sens vraiment proche du peuple, et plus que des élites, et des élites établies. Mais des élites sont élues, n'est-ce pas? Et les élites, ce qu'on appelle les élites, ce sont les élus, pas les leaders d'opinion et les chefs des partis politiques, et ces élites sont souvent des anti-élites. Donc, je suis populiste, un mot que n'aime pas l'oligarchie, plus que Ochlocratie. démocrate, plus que démocrate. En fait, si la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, je suis démocrate. Mais ce n'est pas ça. Dans le système où nous sommes, là, ce qu'ils appellent la démocratie, c'est un système d'influence qui repose sur l'argent et sur la division des partis politiciens qui finalement font la même chose, font la même politique. Et c'est ce que on doit appeler le système. Alors je suis contre cela, effectivement. Mais c'est bien clair qu'on ne peut pas éviter la politique. On ne peut pas échapper à la politique. Ah ben si vous ne faites pas de politique, vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupe de vous. Voilà. Pour paraphraser une phrase connue. Donc, sans dire que tout est politique, évidemment, on baigne dans un monde politique, avec des décisions qui sont prises en notre nom, ou qui sont prises à notre insu, avec des élections qui sont plus ou moins truquées, avec des référendums comme en France, où le peuple a dit non, en majorité à la Constitution européenne, et où les dirigeants ont passé outre. Ils ont violé la voix du peuple. C'est une chose très intéressante, moi. Comment la France était finie dans l'OTAN? Comment la France est rentrée dans l'OTAN? Ouais. En fait, elle n'en est jamais sortie véritablement. La France est sortie avec De Gaulle, avec le général De Gaulle, Voilà, c'est son image. qui est ici, du commandement militaire intégré de l'OTAN. Mais elle y était toujours plus ou moins. Simplement, elle avait une politique. Quand De Gaulle a décidé de se retirer de l'OTAN, de se retirer militairement et de demander aux Américains de déménager, Oui. parce que le quartier général de l'OTAN était en France. Il ne voulait pas. Ils étaient mécontents, évidemment. Et ils ont dû partir, ils sont partis s'installer en Belgique. Mais ça a été une sorte de révolution. Les gens ne s'en sont pas rendus compte en France tout de suite. Il y a eu des critiques à travers les médias, parce que la presse est Adressé à qui? sous influence des critiques à l'encontre de Gaulle. C'était un crime de lèse-majesté. Le système établi depuis 1945, c'était le système américaniste avec l'OTAN qui était censé protéger les Français de la menace soviétique. De Gaulle parlait de la Russie soviétique. Déjà, il avait d'autres vues. Pour le général de Gaulle, poussez le premier bouton, je vous en prie. Le premier bouton. Ici. Voilà. Celui-là. Encore une fois. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Enfin, Bon. c'est pas facile être avec le général. Alors, c'est pas Je l'estime facile. beaucoup. Et pourquoi je le à dis. l'époque, quand je voyageais avec mes parents, quand j'étais touriste dans les pays européens, je m'apercevais que le général de Gaulle était mieux vu à l'étranger qu'en France. Chez nous, il était... Il était très bien vu, même en Italie et dans d'autres pays. Et parce que il y avait De Gaulle, il y avait les gaullistes, les hommes politiques,
et il y avait les Comment se médias. dit correctement, des gaullistes ou gaullistes? Les gaullistes. Pas des gaullistes. Non, non, on dit les gaullistes. Je sais que Merci, vous dites merci. Je n'ai pas des su ça, gaullistes, mais vous pouvez dire des gaullistes, mais on dit les gaullistes. Personnellement, je me définirais Les comme égoïstes je ne me ont définirais remplacé pas les comme gaullistes. gaulliste, mais comme gaulien. C'est autre chose. Parce qu'autour du général de Gaulle, il y avait des politiciens, il y avait des gens qui magouillaient. Mais donc, pour revenir à l'OTAN, l'OTAN a été la sortie de la France de l'OTAN, du commandement militaire intégré de l'OTAN, a été une sorte de révolution. On s'en est pas aperçu tout de suite parce qu'il c'était très proche de la période de l'Algérie, de la décolonisation de l'Algérie française en 1962, de l'indépendance donnée à l'Algérie, et il y avait beaucoup de gens en France qui en voulaient à De Gaulle à cause de cela. Moi-même, je suis issu d'une famille de Français d'Algérie, et Ça veut dire que vous êtes né en Algérie. mes parents m'ont amené en Algérie à 1 mois. J'étais de l'autre côté de la rive, mais j'aurais pu naître tout aussi bien à Alger. Donc moi j'ai vécu ma petite enfance en Algérie française. Donc là-bas, les Français d'Algérie avaient un syndrome d'abandon. Eh oui. Un peu comme les Serbes de Krajina Mais c'est normal. avaient Moi, ce syndrome d'abandon vis-à-vis de Comme les gens du Slobodan Kosovo du Sud, Milosevic. par exemple. Comment? Les gens du Kosovo du Sud. Les gens du Kosovo, oui. Ils ont passé les C'est mêmes pour ça choses. que je les comprends. C'est pas uniquement pour ça, mais La Croatie, je comprends vraiment leur désarroi. Et donc il y a eu cette affaire de l'Algérie. Alors De Gaulle, il a sa phase de la résistance. Quand il part à Londres, De Gaulle, il ne représente rien du tout. Il y va entouré d'une poignée de collaborateurs et il est mal vu des anglo-saxons. D'ailleurs, son côté anti-anglo-saxon vient du fait qu'ils lui ont mis des bâtons dans les roues quand il était à Londres. Il ne le prenait pas au sérieux. Et après, lorsque la France a été dégagée des Allemands, de l'occupation allemande, les anglo-saxons et les Américains ont voulu diriger directement la France. C'était l'AMGOT, ça s'appelait l'AMGOT, et De Gaulle a travaillé à les écarter. Puis il a eu la traversée du désert jusqu'en 1958. En 1958, c'est la guerre en Algérie. Et De Gaulle est appelé et mis en place pratiquement par les Français d'Algérie comme un sauveur. Et puis, en très peu de temps, 2-3 ans, il change d'attitude et il décide de donner la primauté à l'arme atomique française, à la défense nucléaire, et d'abandonner l'Algérie pour promouvoir une politique arabe de la France, comme disaient les gaullistes de gauche. Et cette politique était à la base de son projet d'indépendance nationale et de non-alignement, pour employer un terme yougoslave. Les non-alignés. Oui, il était pour un monde multipolaire avant qu'on prononce ce terme. Et De Gaulle, c'est donc le retrait de l'OTAN, du commandement militaire intégré de l'OTAN, c'est le Vive le Québec libre, en 1967, et c'est mai 68 où tout d'un coup, les petits groupes, les groupuscules trotskistes, maoïstes, anarchistes, reçoivent des moyens énormes, beaucoup d'argent, et font la déstabilisation de la France. 1968. Et en 1969, De Gaulle fait un référendum sur la régionalisation. Il le perd, de peu, mais il le perd, et il décide de ne pas se maintenir, et il part en Irlande. Voilà. C'est ça. Alors, De Gaulle, c'est aussi les mémoires du général De Gaulle, et c'est aussi un livre que je conseille, Le fil de l'épée, qui est un livre de philosophie politique, dans lequel il donne sa vision du monde, qui est empreinte qui est très nietzschéenne, finalement. De Gaulle était un chrétien, un celte, et un nietzschéen.
Alors, beaucoup de ceux qui ne l'aimaient pas, ensuite, lui ont trouvé des qualités. Et des éléments de son entourage ont dit « tout le monde a été et ou sera un jour gaulliste ». C'est une phrase intéressante parce qu'on s'aperçoit que c'est vrai. Il avait raison. Alors, personnellement, je ne suis pas un ultra-gaulliste. J'estime que la politique de Gaulle allait dans le bon sens, surtout sur la scène internationale. Mais comment cette entrée dans l'OTAN est passée sans référendum, par exemple, en France? Alors, le retour de la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN est dû à Nicolas Sarkozy, qui le petit bonhomme, définissait lui-même comme Sarkozy l'Américain. Alors Sarkozy a été soutenu, a été infiltré dans le mouvement gaulliste. On l'a fait monter en grade, monter en structure, et à un moment donné, on l'a mis en piste, on l'a fait élire. Et pour le faire élire, on a saboté un concurrent dangereux qui n'était autre que Dominique de Villepin. Il y a eu des émeutes dans la banlieue parisienne qui ont été ultra médiatisées. Et puis on lui a flanqué une sorte de complot médiatique avec l'affaire Clearstream, des listes au Luxembourg de personnages ayant des comptes secrets. Et on a dit que c'était lui qui avait ordonné ça. Comme ça, on a éliminé de Villepin, qui était l'homme du refus de la guerre en Irak, du temps où il était ministre des Affaires étrangères de Chirac. La France dans la première guerre contre l'Irak, a participé aux côtés des Américains à cette guerre, et dans la seconde guerre, a refusé d'y participer. Et c'est là où on a commencé à parler d'un axe Paris-Berlin-Moscou, d'un axe géopolitique indépendant. Mais Sarkozy, c'est l'homme qui a fait rentrer la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN et qui a fait une véritable politique de collaboration avec les États-Unis. Je vous pose cette question parce qu'il y a une chose qui m'est très intéressante. Les miens sont depuis toujours des francophiles, je suis francophone. Et ça nous étonnait beaucoup que la France a bombardé la Serbie et la République srpska. Que la France ait attaqué les Serbes. Tout ça, ouais. Alors, oui, moi aussi, ça m'a révulsé. J'ai pris position dès 1991 pour les Serbes à Paris. Mais on ne peut pas dire que ce soit la France qui a attaqué les Serbes. Ce sont les structures politiciennes globalistes imposées aux différents pays qui ont fait attaquer la Serbie par la France. Et je m'explique. Nos dirigeants, ici et là, aussi bien en République de Serbie, à Belgrade, qu'à Paris, à Rome ou ailleurs, ne sont pas les dirigeants de leur communauté nationale. Ce sont les employés de la communauté internationale. Et qu'est-ce que la communauté internationale? La communauté internationale, c'est simplement UKUSA, United Kingdom, USA, le pacte anglo-saxon, atlantiste, de domination, d'hégémonie, de volonté d'hégémonie mondiale. Voilà ce qu'est la communauté internationale. Parce que la communauté internationale, ce sont aussi les Chinois. Et en Chine, il y a des Chinois. C'est la Russie. Les gens de l'Indie. En Russie, il y a des Russes. C'est l'Inde. C'est le Brésil. L'Australie. L'Australie appartient à UKUSA, parce que le bloc anglo-saxon est lié par des accords Les anglo-saxons sans frontières. D'espionnage. Voilà, mais l'Angleterre, d'ailleurs, la Grande-Bretagne, elle est dans l'Union européenne, elle n'y est pas, parce qu'elle n'est pas dans la zone euro. Ils sont, en fait, Bruxelles, pour parler de l'Union européenne, Bruxelles, c'est une base, une succursale de cette anglosphère, ce que j'appelle l'anglosphère. Anglosphère, oui, c'est très intéressant. C'est la première fois que j'entends quelque chose oui, comme ça. J'emploie ce terme. Est-ce que tout le monde est anglosphère? Alors, les anglo-saxons, ce qu'on appelait naguère là, aux États-Unis la WASP, mais il n'y a pas que la WASP.
les anglo-saxons, il faut quand même agrandir le cercle, et les éléments globalistes qui se rejoignent et qui veulent diriger le monde, c'est ce qu'ils appellent la gouvernance mondiale, ils veulent étendre leur emprise sur le monde entier. Il se trouve que aujourd'hui, la Russie est un obstacle à ce nouveau Drang nach Osten. Les anglo-saxons ont repris l'idée des Allemands de la conquête de l'Est, Drang nach Osten. Donc, on l'a vu avec la Yougoslavie. La Yougoslavie a été un laboratoire. La Yougoslavie a été un premier pas pour la conquête de l'Est, pour l'expansion de l'OTAN. Et maintenant, nous avons quasiment la guerre en Ukraine, où cet impérialisme globaliste défie la Russie et le monde non aligné. C'est le problème aujourd'hui. Ce n'est pas le problème de savoir si Kiev doit regarder vers Bruxelles ou doit regarder vers Moscou. Ça, c'est une question qui est désormais sans intérêt. Mais la situation dans le monde est la suivante. Il n'y a plus de non-alignés. Chacun a choisi sa côté. Alors, il y a les quelques pays qui n'étaient pas alignés, qui étaient objectivement non alignés, ont été attaqués. On a fait la guerre. Ça veut dire... On a fait la guerre à la Yougoslavie, mais la Yougoslavie, après Tito, et au moment où l'Union soviétique se défaisait, après la réunification allemande, la Yougoslavie n'était plus intéressante pour certains cercles influents de la communauté internationale, des anglo-saxons. Ils avaient essayé d'utiliser la Yougoslavie face à l'Union soviétique, et puis après donc ces deux événements importants, la Yougoslavie était devenue inutile. D'autre part, il fallait une guerre pour étendre l'OTAN vers l'Est. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre yougoslave? On a étendu l'OTAN en Hongrie, dans les pays voisins, en Bulgarie, en Roumanie, et maintenant ils veulent étendre l'OTAN en Moldavie, en Géorgie, et ils voulaient l'étendre en Ukraine. Je pense que la réaction russe que nous voyons ces jours-ci met un frein, un coup d'arrêt à cet expansionnisme fou. Ils ont dit, ça suffit, c'est la fin. Pour les géopolitologues ou les géopoliticiens, l'Ukraine, c'est le cœur. Le cœur, c'est le Heartland. C'est le cœur de l'Eurasie, du grand continent eurasiatique. Oui, Eurasie. De l'Eurasie. L'Eurasie, c'est un concept aux anglo-saxons géopolitique, parce que l'Europe, il y a la petite Europe qui va jusqu'à la mer Noire, il y a l'Europe institutionnelle, qui est l'Europe des 27 de Bruxelles, et qui n'est d'ailleurs pas un porte-voix politique, parce que l'Union européenne de Bruxelles, c'est une administration tentaculaire, mais il n'y a pas de tête politique, parce que ce sont les Américains qui commandent, ce sont les anglo-saxons, les anglo-américains. Donc, le cœur géopolitique de l'Europe, il est objectivement en Ukraine. Il est évident que la Russie, l'Ukraine a fait partie, il n'y a pas très longtemps, de la Russie soviétique. Je préfère utiliser le terme de Gaulle, la Russie soviétique, que le terme de Union soviétique. Bon, géopolitiquement, cette zone est vitale. Les Russes, en plus, ont des intérêts industriels à Kharkov, à Donetsk, et géostratégiques en Crimée. On l'oublie toujours. Donc, qui tient la Crimée tient la mer Noire. Et c'est dans une région importante, parce qu'il y a les détroits, il y a le Bosphore, il y a les Dardanelles, il y a aussi le Caucase qui n'est pas loin. Et puis si on regarde bien, la Syrie n'est pas très loin. Si on trace un trait, il y a 700 km. Ça se continue, toi. Voilà. Donc, c'est une guerre qui continue. On a fait la guerre, je le disais tout à l'heure, à la Yougoslavie. Et dans la Yougoslavie, particulièrement à la Serbie, parce que la Serbie, c'était le noyau dur et actif de l'espace balkanique. C'était le piémont de l'espace balkanique, et ça l'est toujours. On a fait la guerre à la Libye, on a fait la guerre à la Syrie, ça continue.
En Libye, Medvedev a laissé faire. En Syrie, Poutine n'a pas laissé faire. Et maintenant, dans l'affaire de l'Ukraine, on va voir ce qui va se passer. Mais si les putschistes et les provocateurs de Kiev se montrent pas trop sérieux, pas sérieux, je dirais, se montrent aventuristes. Oui, il y a des nazis, il y a des gens quelconques. Eh bien, je pense qu'ils auront la riposte appropriée. Ils commencent à l'avoir. Parce que l'Ukraine aujourd'hui est en faillite. Bruxelles et Washington ne peuvent pas aider financièrement l'Ukraine. Réellement, non. La Russie le peut. La Russie a le gaz. Et quelle langue parle l'Ukraine? Elle parle le russe, avec des variantes. Ou presque russe. Avec des variantes. Kiev, c'est le berceau de la vieille Russie, la Russie de Kiev. Donc cette affaire, ce putsch fomenté par les globalistes, et les anglo-saxons et certaines forces en Allemagne, ce putsch est une véritable provocation. C'est une grande erreur qu'ils ont faite. Une grande erreur. Il y a une chose qui me fait peur, que la ligne de défense anglo-saxonne n'est plus là-haut chez les Anglais ou chez les Américains, c'est chez les Slaves. Chez les Slaves. Kiev, Belgrade, Prague. Oui. Et les autres villes qui sont slaves. La ligne de front. Oui, la ligne de défense, la ligne d'attaque sera là-bas. Mais je dirais même que les Slaves contre les Slaves. Je dirais même qu'il y a à Moscou une base ennemie. Il y a un parti libéral occidentaliste à Moscou. Une tendance. Il faudra faire attention à cela. Les médias à Moscou sont en partie dans les mains de ces gens. Et donc, Prague, oui, proximité avec l'Allemagne otanisée. Belgrade, les Occidentaux ont installé des gens à eux. La structure de pouvoir qui dirige, en fait, elle ne dirige pas vraiment parce qu'elle prend ses ordres à l'étranger. La structure de pouvoir qui est à Belgrade, elle est totalement actionnée par ce monde globaliste anglo-saxon. Il n'y a qu'à voir les décisions qu'ils prennent contre leur propre peuple, évidemment. Donc, Kiev, c'est récent, mais en même temps, ça fait des années que les ONG et les cercles actifs de l'Occident travaillent, payent des gens, payent des médias, des journaux. Il y a tout un réseau politico-médiatique et financier l'opinion publique pour influencer l'opinion publique. Et ce réseau est le même partout. Qu'est-ce que vous en pensez que nous faisions une petite pause? Ah ben volontiers. Le bouton au milieu, je vous en prie. Mala pausa. Ici? Non. Là? L'autre, voilà. Dragi gledalci, večeras je s nama Iv Bataj, čovjek koji poznaje geopolitiku, čovjek koji je bio na suđenju Radovanu Karadžiću kao svjedok odbrane. Voilà Yves, on va continuer la conversation. Oui. Et nous avons parlé sur le sujet des ONG. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le rôle des ONG ici, dans la BIH, dans l'Ukraine? L'action des ONG? Voilà. Ben, les principales ONG dans la région, en République Srpska, en Bosnie, Herzégovine. Je suis de l'Herzégovine. Herzégovine. Bosnie et Herzégovine. Ouais. En français, il faut dire Bosnie et Herzégovine, et non Bosnie-Herzégovine. BIH. Non, parce que les journalistes écrivent Bosnie-Herzégovine. C'est un détail, mais enfin... C'est la faute de Sarajevo, c'est ce qu'ils veulent. Ah, c'est ce qu'ils veulent. Ce pays s'appelle la Bosnie. De même façon qu'en français, géopolitiquement, on doit dire le Proche-Orient et non le Moyen-Orient. Parce que le Moyen-Orient, c'est Middle East, c'est la même chose. C'est le mot anglais. Et on justifie ça avec l'économie de l'Inde.
Ah oui, oui, bien sûr. Ben, si on les écoutait, on ne parlerait plus qu'un mauvais anglais et ils seraient contents. On fera tout pour empêcher cela. Et donc ces ONG sont des structures qui sont d'abord financées, montées de toutes pièces. Leurs membres sont payés, sont grassement payés pour entretenir un climat et pour diffuser un certain nombre d'idées forces. C'est aussi un réseau quasiment d'espionnage, dans certains cas. Et il y a dans le monde des ONG qui correspondent vraiment à ce qu'elles prétendent, qui font un travail humanitaire, par exemple. De vrai. Du vrai. Et puis, il y a celles qui ne sont que des couvertures. Alors, les principales ONG qui sont actionnées par les États-Unis, et certaines par la Grande-Bretagne et l'Allemagne, souvent en Allemagne, ce sont des ONG germano-américaines. Eh bien, ce sont des structures qui font un travail de subversion, de pénétration du milieu dans lequel elles vont, et qui servent de relais aux révolutions colorées et aux changements voulus la révolution orange. Par l'Empire. Révolution orange, révolution colorée, révolution des roses, printemps arabe. Le printemps arabe, au passage, je signale que ça a été un échec total. Ils ont simplement fait un printemps arabe en Tunisie pour installer les frères musulmans, et la même chose en Égypte. Mais le véritable objectif du printemps arabe, c'était de faire tomber la Jamaïria libyenne de Kadhafi, parce que Kadhafi était devenu l'homme à abattre. Il était trop gênant. Il voulait développer un réseau de communication en Afrique, africain, et surtout une banque africaine et une sorte de fonds monétaire africain. Et il avait les moyens de sa politique et donc il devait être éliminé. D'autre part, il avait financé, et là c'était une erreur de sa part, il avait financé en partie la campagne électorale de Sarkozy. Voilà. C'est ce que je viens de vouloir demander. Oui. Est-ce que c'est vrai que Mohamed El Gaddafi a financé la campagne électorale de Sarkozy? Je pense que c'est vrai. Il y a des témoins qui ont parlé. Kadhafi était venu et il avait été reçu à Paris. Il avait été reçu par Sarkozy et on parlait de grands contrats, etc. Et puis, au passage, il a dû continuer à arroser l'UMP de Sarkozy. Mais dans le passé, d'autres chefs d'État arabes, en particulier Saddam Hussein, avaient financé aussi des campagnes en France. Saddam Hussein avait financé une campagne de Jacques Chirac. Donc Kadhafi a été naïf dans cette affaire. Il pensait, ça c'est le côté honneur arabe, dans le monde arabe. On croit à ce qui est dit par ces personnages qui sont au premier plan. Et puis ces personnages sont des fripouilles, ces personnages sont des menteurs, ces personnages sont des agents de l'étranger, et ces personnages n'ont qu'une idée, et c'est de se maintenir au pouvoir ou de se hisser au pouvoir. Ils n'ont pas d'idée, et ils méprisent leur peuple. Ils sont totalement dépendants des structures mondialistes. Voilà, cette citation est au moins le plus claire. Et vous avez été témoin de M. Radovan Karadzic. J'ai été témoin. J'ai été témoin à La Haye. Et qu'est-ce que vous en pensez sur le tribunal d'Haye? J'en pense du mal, et je leur ai dit d'ailleurs. D'ailleurs, la procureure qui me parlait, en fait, qui m'attaquait dès le début, une Italienne qui parlait anglais. Moi, j'ai refusé de parler anglais. Tout le monde parle anglais, mais j'ai demandé de parler français. Et on a fait le fameux, au départ, le fameux serment, je jure de, etc. Et je l'ai fait en français. Enfin, j'ai demandé à le faire en français. Et ce que j'en pense du mal, parce que cette procureure m'a lu une partie d'un texte que j'avais écrit, dans lequel je disais que ce tribunal c'est une nouvelle inquisition. C'est un non-sens juridique. C'est un service après-vente de l'OTAN.
Et ce tribunal n'a aucune légitimité. Donc elle croyait me gêner en me lisant mes écrits, et je lui ai dit, je n'enlève pas une virgule à ce que vous venez de dire. Alors elle m'a attaqué parce que j'avais un document qui les gênait, un document des Nations Unies. En disant quoi? Qui indiquait un document qui était daté 6 jours après la chute de Srebrenica, qui indiquait que l'évacuation des habitants de la ville s'était faite dans des conditions normales, correctes. Et ce document portait le tampon des Nations Unies et était signé par la partie musulmane, par la partie serbe et par le représentant de l'ONU. Alors ce document les gênait et visiblement il ne voulait pas qu'on en parle. Est-ce que c'était accepté? Ah oui, le document a été enregistré. Le problème, c'est qu'ils ont sorti un second document qui est sans doute une fabrication et qui date de quelques jours après, qui est beaucoup plus court, qui était signé d'une seule personne et qui dit que ça s'est mal passé. Voilà. Et alors l'avocat protestait parce que ce document n'avait pas été enregistré dans le dossier de la défense. C'est ça le tribunal de La Haye. C'est une mascarade. En dehors du fait que c'est le service après-vente de l'OTAN et l'Inquisition, c'est une foutaise juridique ou judiciaire. Et mon père, qui était magistrat, l'avait dit. C'est un legal nonsense. Pravna besmislica. C'est la traduction directe. Bon, c'est ça. Et alors elle m'a attaqué en disant mais vos amis sont des criminels. Vous appelez fasciste ou quelque chose comme ça? Vos amis sont des criminels de guerre. Elle m'a dit ça. Alors je lui ai dit oui, vous ne pensez pas si bien dire. Tous mes amis sont des criminels de guerre. Et moi aussi, chaque jour, je pourrais être, parce que je suis votre ami. Dans la rue, quand je descends dans la rue, ne croise en Serbie que des criminels de guerre, et je pense que moi aussi je suis un criminel de guerre. Voilà. Alors bon, évidemment, elle était prise à contre-pied. Alors ensuite, elle m'attaquait toujours à côté du sujet. Et l'Américain qui lui avait cédé la place était dans un coin et ne disait rien. Il regardait juste comme ça. Oui, il regardait juste comme ça. Et ça a été une véritable mascarade, parce que ils m'ont demandé... ah oui, ils ont parlé aussi de Šešelj. Que j'ai connu, oui, en Serbie, je l'avais vu, je l'avais connu, mais je venais pour défendre Radovan Karadzic et pour dire un certain nombre de choses. Est-ce que vous pensez qu'il est déjà condamné? Il est... alors, ma réponse est double. Il est condamné avant d'être jugé entre guillemets. Oui, il y a longtemps. Premièrement. Deuxièmement, en cas de bouleversement international, il pourrait être libéré. Si le camp adverse, le camp atlantiste, se trouve placé dans des conditions difficiles quelque part dans le monde, si l'un des siens se trouve accusé de crimes de guerre, ce qui peut arriver, par le camp continental, eurasiste, multipolaire, oui, un échange pourra être envisagé. C'est qui le suivant? On ne sait jamais. Tous ceux qui... Qu'est-ce qu'on reproche à Radovan Karadzic et à Šešelj et aux autres, et au général Mladic? Qu'est-ce qu'on leur reproche? On leur reproche d'avoir défendu leur pays contre une agression. Et c'est même pas... ces personnes n'ont même pas voulu attaquer d'autres populations dans la région. Ces personnes étaient attaquées par le système global, par l'OTAN. Et elles se sont défendues. Elles ont eu le courage, l'honneur et le courage de se défendre. Moi, Radovan Karadzic m'a dit
quand j'étais une fois à Palais, qu'ils ne voulaient pas le pouvoir, mais que les clans d'Herzégovine, à cheval sur l'Herzégovine et le Monténégro, des Karadzic, lui a demandé de prendre la tête de la résistance. Comme noblesse oblige. Voilà. Et il m'a dit, moi j'aurais préféré rester à Sarajevo, faire mon métier, son métier de psychiatre. Oui. Voilà. Donc il a été emporté par les événements, des événements qu'il n'a pas voulu, dont il n'est pas responsable, et dans une guerre où l'ennemi est jugé parti. L'ennemi attaque et l'ennemi pose son tribunal en Hollande, à La Haye. À La Haye, qui est le siège aussi le centre de naissance du groupe de Bilderberg. À La Haye, où il y a aussi l'autre tribunal, le tribunal des litiges internationaux, qui est ancien. À La Haye, qui est une sorte de relais entre le monde germanique et le monde anglais. Mais il y a une chose très intéressante chez le tribunal d'Haye. Il y a beaucoup d'exceptions. Ça veut dire, on ne peut pas juger aux Américains, aux Anglais, mais, aux membres d'OTAN. Le tribunal de La Haye, maintenant, il s'est élargi. Il est devenu une institution mondiale sous l'égide de George Soros. Ça a été commencé avec 200 000 $. Oui, mais ça s'appelle maintenant le statut de Rome. C'est le tribunal. Il y a eu deux tribunaux, le tribunal pour le Rwanda et le tribunal pour la Yougoslavie. Bon, le tribunal pour la Yougoslavie a surtout jugé et condamné les Serbes, alors que ce devait être un tribunal pour tout le monde. Et normalement, oui, parce que le statut de Rome et la CPI, la Cour pénale internationale, a institutionnalisé ce genre de tribunal dont sont exclus les États-Unis. Évidemment, la Russie a refusé d'y adhérer, mais les États-Unis ont forcé les États vassaux à y adhérer. C'est-à-dire que les États-Unis peuvent commettre des crimes dans le monde entier. Ils ne seront jamais inquiétés par cette Cour pénale internationale. En revanche, ils pourront faire juger et condamner qui ils veulent. Et bien, la France, évidemment, la France de Sarkozy, et maintenant, ça serait celle de Hollande. Hollande, c'est un Sarkozy sans l'énergie, et un agent américain. La France a évidemment s'est alignée parce que la France s'aligne systématiquement à tout ce que veulent les États-Unis. Ça veut dire François Hollande continue la tradition de Sarkozy. Oui, François Hollande a été choisi, mis en piste, pour une raison, c'est que Strauss-Kahn, pour lequel je n'ai aucune sympathie, avait découvert qu'il n'y avait plus d'or dans la réserve des États-Unis. Plus d'or. Donc là, il a scellé son destin. C'était un an avant les élections présidentielles, il était le concurrent numéro 1 de Sarkozy, et Sarkozy pensait pouvoir gagner. Il se trouve que Strauss-Kahn est tombé dans un piège à New York, qui a été organisé par les services français et américains. Ça les arrangeait, les uns et les autres. Mais manque de chance pour Sarkozy, les Américains ont poussé un nouveau cheval, et c'est Hollande. Cheval de Troya. Et voilà. Et Hollande fait la même politique que Sarkozy. Oui, il est beau, bien habillé et tout ça. Sarkozy est en réserve de la République. Mais il a été élu par les Français. Il a été élu parce que il y a une façon de faire élire les gens. D'abord, les moyens financiers, la presse. Les médias. Les médias, la grande presse. L'argent, évidemment. Et l'influence. Aujourd'hui, on fait élire pratiquement qui on veut. Alors, on
on oppose ce genre d'élection industrielle, je dirais, à ce qui se fait dans les cantons suisses. Et c'est vrai qu'en Suisse, au niveau cantonal, les élections sont de véritables élections. Voilà. Et c'est vrai qu'en Suisse, il y a la possibilité d'avoir des référendums. Les citoyens peuvent se liguer pour demander un référendum sur tel sujet. Par exemple, récemment, on a demandé en Suisse s'il fallait supprimer le service militaire à la Suisse. Le service militaire à la Suisse, c'est très particulier, c'est un service de milice, une armée de milice. Ils ont l'armement chez eux, c'est ce que j'ai entendu. Ils ont l'armement chez eux, et c'est une armée de milice. Et c'est une tradition en Suisse, et le peuple suisse, en majorité, a répondu non, il ne faut pas supprimer cette armée de milice. Là, nous avons un type de référendum qui fonctionne, et qui est sans interférence, sans influence extérieure. Le problème, c'est que dans nos démocraties occidentales, France, Italie, Espagne, Belgique, tout ça est une mascarade. Les politiciens sont tenus en réserve pour remplacer d'autres politiciens, et ils font la même politique que les précédents. Et cette institution, le référendum, c'est interdit dans la République serbe ou dans la BiH, même en Serbie. On a promis que les gens au pouvoir allaient demander la population de la Serbie au propos de l'OTAN ou de l'Union européenne. Mais ils ont oublié tout ça. Parce qu'ils ne veulent pas le faire, évidemment. Si la question ils ont peur des résultats. Ils ont peur. Donc ils ne le feront pas. Le référendum est une arme à double tranchant. Et les milieux influents globalistes, ils voient du populisme, l'appel au peuple. Et donc ils sont enclins à empêcher la tenue de référendums. Donc les politiciens qui promettent des référendums et ne tiennent pas leurs promesses, ça c'est classique, ça c'est général. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la particratie. La particratie, c'est le même parti, le parti unique, coupé en morceaux. Et finalement, ils font tous la même politique. Ça veut dire, au référendum, on demanderait aux gens, est-ce que vous voudriez faire partie du monde qui vous a bombardé, qui vous a coupé? Oui. Et alors, il y a une solution pour que le résultat soit conforme à leur volonté, c'est de faire perdre la mémoire au peuple. L'amnésie. Ça se passe chez nous, l'effacement des mémoires. L'effacement de la mémoire, qui existe en France, qui existe en partie. Et la tradition de démocratie, tradition démocratique assez forte. En France, nous avons une population qui ne sait pas qui elle est. Nous avons le mot peuple est quasiment interdit en France, peuple, parce que peuple, le populisme, c'est pas bien. Et donc les Français ne doivent pas constituer un peuple, ni une nation, mais un ensemble de citoyens. La nationalité, c'est un morceau de papier, et l'histoire est en train d'être gommée, les racines sont perdues. Comme chez les anglo-saxons. Les points de repère, c'est-à-dire que l'idéal de ces gens, de ces globalistes, c'est un monde de consommateurs, l'argent, avec des supermarchés et des médias omniprésents. Nous sommes dans un nouveau et véritable totalitarisme. Et consumérisme et totalitarisme. Ça marche ensemble. Ça marche ensemble puisqu'on a étudié la façon de faire acheter tel et tel produit aux gens en fonction des mots prononcés et des odeurs, un peu comme la nourriture pour les chats. Les croquettes, on met dedans des exhausteurs de goût pour qu'ils y reviennent. Bon, alors il y a une manipulation générale à travers les grands médias, l'addiction qui est un mot anglais pour développer la dépendance. Le mot français c'est la dépendance. Et être satisfait. Finalement,
Il s'agit de conduire les gens, les masses populaires, à se satisfaire de leur esclavage, Voilà. voire à en redemander. Et on présente ça comme la liberté et la démocratie. Dans ce temps, il nous faut demander cette émission. Cet einer qui est passé juste comme ça. Sad vremena je vrlo brzo prošao. Samo je bio gospodin Yves Bataille, Francuz, Srbin, pravoslavac, naš čovjek. A mi se vidimo sa drugim gostom za kojih 7 dana u isto vrijeme. C'est fini?